Bonjour les amis, j'espère que vous êtes tous en pleine forme. Alors nous allons continuer sur nos natures mortes et nous allons faire un saut de quelques siècles entre la nature morte hollandaise dont nous avions parlé du XVIIe siècle et une nature morte de Cézanne évidemment. Comment ne pas parler de Cézanne? Cézanne, vous le savez sûrement, ou du moins approximativement, il est né en 1839 à Aix-en-Provence et il y est mort en 1906. Alors c'est un exercice difficile de se confronter à Cézanne et de présenter une peinture de lui. En effet, particulièrement par ici, on en a tous vu des dizaines, on les connaît par cœur d'une certaine manière. Il suffit de se promener dans Aix-en-Provence pour en voir partout, sur des tasses, sur des bols, sur des t-shirts, sur des tapis de souris, au point qu'on ne les voit plus et qu'on croit tout savoir dessus. Parce que Cézanne, c'est un peu notre patrimoine, notre grand-père à nous, les Provençaux, toujours sous le regard de la Sainte Victoire. Mais aujourd'hui, justement, je ne vais pas vous parler de la Sainte Victoire, puisque nous parlons des natures mortes. Et je vais vous présenter une nature morte avec des pommes, bien sûr, mais pas que des pommes. Il s'agit de la nature morte aux pommes et aux oranges de 1899, qui est conservée au musée d'Orsay, ce qui vous donnera peut-être l'occasion d'aller la voir. En effet, de manière surprenante, il n'y a que très peu d'œuvres de Cézanne, 2 ou 3, pas plus, et pas des meilleures, au musée Granet, car un des conservateurs du musée, le sculpteur Henri Pontier, affirmait en son temps que, lui vivant, aucune œuvre de Cézanne n'entrerait au musée. Voilà, c'était un homme qui avait un œil sûr. Le tableau dont je vous parle aujourd'hui fait partie d'une série de 6 natures mortes exécutées en 1899 dans l'atelier parisien de Cézanne. On retrouve en effet d'un tableau à l'autre les mêmes accessoires, vaisselle de faïence, pichet au décor floral. Leur principe de composition aussi est similaire avec une tenture qui ferme la perspective et qui rappelle d'ailleurs les natures mortes flamandes du XVIIe siècle. La tradition de la nature morte, de la still life, est quasiment ininterrompue depuis le XVIe siècle, en passant par les vanités hollandaises du XVIIe, les toiles célèbres de Chardin au XVIIIe. Les artistes du XIXe l'ont aussi beaucoup pratiquée, de Courbet à Cézanne, car en effet, elle permet un exercice de style. La simplicité possible et l'absence de pathos, souvent lié au personnage, en fait un genre idéal pour des artistes qui veulent exercer leur art et leur sensibilité sur le réel, sans être perturbés justement par des sentiments trop humains, des situations trop humaines. Cette nature morte aux pommes et aux oranges est une des plus complexes de Cézanne. Elle frappe par sa composition saturée, mouvementée, le très grand nombre de fruits, l'opulence de ses draperies et de ses couleurs. Au fond, à droite, une autre draperie qu'on retrouve dans de nombreuses natures mortes ferme l'espace. Sur une nappe blanche au pli profond sont dispersés un grand nombre de pommes et d'oranges difficilement différenciables, un pichet, un compotier et une assiette. On distingue à droite un pied de table et au premier plan, un sofa recouvert de verre. Cézanne, disons-le tout de suite, ne veut pas faire des images de pommes. Il veut faire des pommes en peinture. On pense tout de suite à Magritte. Ceci n'est pas une pipe. Ceci n'est pas une pomme ni une orange. Ces pommes ne tiennent pas en tant qu'image de pommes. Elles tiennent en tant que peinture de pommes. Et cela suffit parce que la peinture est le seul objet d'expérience pour Cézanne. Avec une pomme, j'étonnerai Paris, avait-il dit. C'est un exercice que le peintre va répéter avec une constante presque obsessionnelle. Le réel est là sous ses yeux, les pommes, puisque c'est un de ses modèles de choix, comme ensuite la Sainte Victoire. Il faut le faire passer par les yeux et par les mains, il faut le faire passer dans la peinture. Ici, on est en rupture avec l'espace traditionnel d'une mise en espace, d'une disposition de nature morte, traditionnelle, disons. Ici, l'espace devient visible seulement si on essaie de le reconstruire. Les fruits sont posés horizontalement par rapport au spectateur, mais le bord inférieur de la table est oblique. On peut donc supposer que la table est tournée en diagonale et que Cézanne a arrangé les fruits en angle avec elle. Les tissus contribuent à rendre l'espace confus, qui permettent la lecture horizontale des fruits
et révèle assez de choses pour que nous puissions déchiffrer l'espace si nous en prenons la peine, mais en cache aussi une partie. La recherche de composition est essentielle pour Cézanne, non pas dans une intention esthétique, mais ici notamment dans une intention de dynamisme apportée par la ligne diagonale qui part du bas du tableau, mais ne rejoint pas le bord droit. Elle s'arrête avant de l'atteindre, ainsi que par les lignes de force des multiples diagonales inachevées, la multiplicité des plis de la nappe et des draperies qui rythment la composition. C'est également un espace saturé par le grand nombre de fruits, de faïences, de motifs décoratifs, le seul espace vide étant un petit espace de mur brun dans l'angle supérieur droit. Cette composition entraîne donc le mouvement du regard et donne le sentiment que nous nous déplaçons latéralement. En effet, si l'on explore un peu le point de vue, on se rend compte qu'il est multiple et en ce sens ne répond absolument pas aux règles de la perspective mathématique. Il n'y a pas de principe unificateur calculé, pas de point de fuite commun. La perspective traditionnelle creuse une profondeur dans le tableau, toutes les lignes convergeant vers un point de fuite. À l'inverse, la perspective de Cézanne bombe le plan. Le monde se fait convexe, comme sous l'effet d'une pression intérieure. Il vient au-devant du spectateur et semble le menacer de son immensité silencieuse. « Comprenez-moi bien, dit Cézanne, si ma toile est saturée de cette vague religiosité cosmique qui m'émeut, moi, elle ira toucher les autres, à un point peut-être qu'ils ignorent de leur sensibilité. J'ai vu que l'ombre sur la Sainte Victoire est convexe, renflée, vous le voyez comme moi. C'est incroyable, mais c'est ainsi. J'en ai eu un grand frisson. » N'oublions pas que la surface peinte en 2 dimensions est une pure idée, pure convention, causa mentale, comme disait déjà Léonard de Vinci. Et c'est ces conventions qui font advenir le volume, la 3e dimension. Ici, on remarque que les pommes posées sur l'assiette en bas à gauche sont vues de dessus, en plongée en quelque sorte, alors que le compotier blanc, qui semble se contorsionner pour présenter l'ovale de sa coupe et les fruits qu'il contient, est vu de dessous, en contre-plongée, et semble désaxé par rapport à son pied. On a donc 2 points de vue inconciliables posés sur l'espace d'une même toile. Ce bloc de la représentation ne peut être perçu en totalité à partir d'un seul point de vision fixe. Les pommes de l'assiette et celles de la coupe sont peintes comme si le regard s'était déplacé des unes aux autres, comme s'il avait changé d'angle. On peut dire que l'expérience du corps en mouvement est entrée dans la peinture. Bien entendu, on la retrouvera dans les recherches du cubisme, et Picasso disait de Cézanne, c'est notre père à tous. Vous noterez les motifs géométriques des tapis, plutôt rectangulaires pour le tapis rouge, plutôt dans des teintes ocre bleuté et plus arrondies pour l'autre. Ces tapis rappellent les vanités hollandaises, ainsi que le linge blanc immaculé. Et vous le savez, donc je ne vais pas y revenir, Cézanne prétendait que l'on pouvait traiter toute la nature par des formes géométriques. Il disait « traiter la nature par le cône, la sphère et le cylindre ». Le plan de la table est un peu vertigineux. Il est tout à fait contraire aussi aux règles de la physique. En effet, les fruits ne pourraient que dégringoler des coupes et des assiettes sur lesquelles ils sont posés. Ce choix nous ramène à la matérialité du tableau, détruisant toute possibilité d'illusionnisme. Le peintre nous montre par là qu'il cherche la vérité de l'expression, non dans l'illusion, mais dans la force de l'évocation poétique. Rien n'est plat, tout est pli, enchevêtrement de lignes, d'ombres, la construction menace de s'effondrer, mais ça tient par la grâce de la peinture. Rainer Maria Rilke disait en 1907 « Chez Cézanne, les fruits perdent tout caractère comestible, tant ils ont pris réalité de choses, tant leur présence têtue les rend indestructibles. » Ces pommes, comme des blocs de pure présence, sont une revanche de la chose sur le regard. Ce n'est pas nous qui les croquerons, ce sont elles plutôt qui nous engloutiront, qui nous absorberont lentement dans le silence de la matière, dans la force des choses.
suprématie de la présence sur l'esprit. C'est aussi ce que nous apprennent les vanités et les repas entamés du siècle d'or hollandais. Toi qui te nourris de matière, tu es matière toi-même et retourneras en matière. Après tout, qu'est-ce que peindre, sinon s'imposer une activité qui consiste à fixer pendant des heures le motif qu'on a sous les yeux? Il est assez évident que si nous nous contraignons à fixer une pomme pendant 3 ou 4 heures, nous finirons par en apercevoir l'inquiétante étrangeté. Elle deviendra autre chose que le fruit familier dans lequel nous mordons sans le voir. Gilles Deleuze, un éminent critique, disait « C'est vrai, quand on voit une femme peinte par Cézanne, il les peint comme des pommes. C'est des pommes, les femmes de Cézanne, c'est des pommes. Et ça tombe bien parce que sa propre femme à lui, Cézanne, c'était une pomme. » Bon. Cézanne nous dit « Je vous dois la vérité en peinture et je vous la dirai. » Alors qu'est-ce que la vérité en peinture? Comment l'acte de peindre peut-il se distinguer d'un mensonge, d'une tromperie, d'une image, c'est-à-dire d'une simple imitation de la réalité? Pour Cézanne, l'art est au contraire un moyen de révéler le réel, c'est-à-dire que loin d'être une illusion, il est le moyen de lutter contre toute illusion de réalité. C'est un débat que Platon avait déjà ouvert en son temps. Kandinsky écrit « Cézanne savait faire d'une tasse à thé une créature douée d'une âme, ou plus exactement, reconnaître dans cette tasse un être. Il élève la nature morte à un niveau tel que les objets extérieurement morts deviennent intérieurement vivants. Il traite ces objets de la même façon que l'homme, car il avait le don de voir partout la vie intérieure. » Voilà, la still life, s'il fallait le démontrer. Tout en réfléchissant à cette problématique cézannienne, s'impose soudain à moi que Giono, né en 1895 à Manosque, est dans une démarche similaire en littérature. En effet, le premier objet de son œuvre, au-delà des récits, ce sont les sensations, nées du contact avec les éléments et les interrogations dont le monde est porteur. Un monde orphique, d'inquiétante étrangeté qui échappe à l'habitude. Est-ce un effet de l'âpreté des paysages du Sud, de la découpe impitoyable de l'ombre et la lumière, de l'absence des demi-teintes? Chez Giono, le récit procède de la modification du regard générée par le bouleversement du rapport habituel au monde, à la manière dont l'acrobate contemple les paysages la tête en bas et s'aperçoit alors seulement de leur beauté. Je vous renvoie également au peintre Baselitz, si vous voulez aller voir de qui il s'agit. Le regard de l'artiste invente la beauté du monde en tant que réenchantement de la représentation. Il change notre regard, bien loin de tirer l'œuvre vers le réalisme de l'expression mimétique. Il reconstruit l'espace du monde, invente des couleurs inouïes, renouvelle notre regard sur ce qui nous entoure. Chez Giono, comme chez Cézanne, le rapport au réel, aux objets, à la nature est interrogé avec la question de la légitimité de l'humain, de sa coexistence avec la nature. Comme les pommes de Cézanne, chez Giono, la pierre, la plante et l'animal ont plus de légitimité que les hommes. On peut lire dans Colline. C'est entre les collines, là où la chair de la terre se plie en bourrelets gras. Le sainfoin fleuri saigne dessous les oliviers. Du haut des monges, on voit l'Ure qui bombe son dos de vache au-dessous des brumes. Tout l'espace autour d'elle est gris et tremblant de ce frisson de l'air plein de soleil qui coule comme un sirop. Comment ne pas penser à la Sainte Victoire de Cézanne, à cet étrange monde végétal et animal, à ce monde des objets, sur lesquels nous croyons pourtant avoir une légitime suprématie. Giono encore. Les collines, ça se mène, comme les chevaux. Dur. Tu comprends bien que je les connais. Qui gagnera? Nous, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, ça s'est toujours vu comme ça. Et encore. Un long gémissement traverse la maison. Ce n'est pas la lucarne, elle est barrée. La fenêtre, elle grelotte mais ne gemme pas. La porte du grenier saute sur ses gonds. On dirait que là-haut, on écrase une portée de chatons à coups de talon. La nuit vient, le vent prend de la gueule, la plainte naît, elle pousse son corps tranchant à travers la chair de la maison qui tressaille. Vous voyez, on est dans un monde très particulier, un monde où l'esprit est partout. Et je vous suggère d'aller relire quelques textes de Giono parce que c'est quand même une écriture magnifique.
Alors c'est peut-être le moment de perdre notre insolence et notre vanité humaine. Nous ne sommes pas indispensables. La nature se porterait mieux sans nous. Les pommes de Cézanne nous regardent sans indulgence ni compassion et elles ont raison. Alors regardez autour de vous. Prenez le temps de redécouvrir les still life. Bonne journée les amis.